Bonsoir à toutes et à tous. On vous retrouve avec plaisir pour un nouveau rendez-vous de Réal Politique sur AL 24 News. Mohamed Belkour, bonsoir. Bonsoir madame. La région du Sahel, on s'y intéresse ce soir. C'est une région confrontée à de grands bouleversements d'ordre politique, géopolitique, sécuritaire. Comment et de quelle manière se manifestent ces changements, professeur? C'est une région chrysogène, cette région qui est confrontée à une multitude de crises liées à la construction de l'État. Donc déjà, c'est pratiquement des États qui ont hérité d'institutions qui ont essayé aussi de créer des schémas comparables à celles de l'ancien colonisateur. Donc aujourd'hui, ces pays sont aussi confrontés à des crises identitaires et à des identités refuges aux dépens de l'identité nationale. Oui. Il y a des problèmes de construction d'institutions sur une base citoyenne, donc il y a un problème de légitimité. C'est des pays qui sont classés comme des PMA, des pays moins avancés, donc c'est des pays qui bouclent la liste des pays les plus pauvres au monde. Oui. C'est aussi des pays qui connaissent de l'instabilité chronique, liée notamment à des situations de conflictualité pour des raisons endogènes, mais aussi par rapport à des schémas d'ingérence étrangère. Oui. Le Sahel aujourd'hui est une région qui est considérée comme un épicentre du terrorisme mondial. Oui. 48% de toutes les victimes du terrorisme en 2022 sont au Sahel. 4 pays du Sahel sont classés parmi les 10 premiers au monde en matière d'insécurité liée à l'extrémisme et au terrorisme, mais aussi aujourd'hui, on voit des bouleversements liés à des changements non constitutionnels avec des implications à la fois sur la politique intérieure, mais aussi sur les relations extérieures de ces États. Alors tous ces aspects, nous allons les détailler durant cette émission. Vous l'avez dit, le terrorisme est sans doute le phénomène qui a représenté et qui continue de représenter la plus grande menace auquel fait face cette région. Expliquez-nous quels sont les facteurs qui ont contribué à la prolifération des groupes terroristes dans cette région. Qu'est-ce qui fait de cette région un des foyers les plus prospères pour les groupes terroristes dans le monde ? Oui, il y a à la fois des facteurs endogènes, mais aussi des facteurs exogènes. Oui. Le terrorisme au Sahel est un phénomène pratiquement récurrent. Oui. Les plus grands actes terroristes ont commencé à la fin des années 90. Le plus grand acte a été en 2003 avec la prise d'otages, mais on a vu depuis cette date une multitude d'acteurs terroristes dans la région. Aujourd'hui, on est en face de 2 entreprises terroristes internationales, à la fois Al-Qaïda et ses filiales, oui, et l'État islamique et ses filiales, mais aussi avec d'autres acteurs que je qualifie de locaux, même voire communautaires, mais aussi on voit cette ouverture du Sahel à d'autres fronts du terrorisme, soit en Afrique de l'Ouest, avec le cas de Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, oui, mais aussi par rapport au Shabab en Afrique de l'Est, mais on voit aujourd'hui aussi un certain nombre de facteurs qui alimentent ces entreprises terroristes. Il y a eu donc une infiltration de groupes terroristes venus Je ne dirais pas que c'est des infiltrations, oui, il y a des facteurs à l'intérieur de cette zone qui ont créé les conditions pour, non pas seulement l'existence, mais plutôt l'émergence de ces acteurs. Il faut dire que la crise en Libye, en 2011, a créé des conditions de déchéance du Mali, avec une prolifération d'armes en millions, soit armes légères ou tactiques. Aussi l'arrivée d'un certain nombre de mercenaires qui étaient dans la milice verte de Kadhafi, soit pendant les années 80, mais aussi dans des institutions de sécurité libyennes post-90. Aujourd'hui, on voit aussi dans cette région, les ingérences étrangères ont créé des conditions pour la complexification des phénomènes terroristes, mais aussi ses imbrications avec le crime organisé. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, on ne pourrait le distinguer de la criminalité organisée, notamment la traite humaine, le trafic d'armes, la contrebande, mais aussi, surtout, le narcotrafic.
narcotrafic, soit les ATS, donc les drogues synthétiques en provenance de quelques pays africains, la drogue dure, cocaïne ou le crack en provenance d'Amérique latine via la baie de Guinée, mais aussi la résine du cannabis en provenance du Maroc, qui est le premier pays producteur au monde de cette substance. Mais on voit aussi, Madame Rim, que dans ces régions, on voit l'instrumentalisation de ces phénomènes dans des schémas de déstabilisation, mais aussi de présence. L'exemple le plus frappant, c'est la création du Moujah, mouvement du djihad en Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, par le biais des services marocains. Les activités de ce groupe n'étaient pas nécessairement en Afrique de l'Ouest, mais les premières attaques étaient en Algérie. Oui. Le rap de 3 citoyens étrangers à Tindouf, des attaques à Tamarasset et Ouargla. Aujourd'hui aussi, on voit dans cette région présence étrangère, notamment française, américaine et avec 10 autres pays européens, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est la multiplication des actes terroristes, mais aussi la complexification de ce phénomène et la prolifération de la menace à travers toute cette bande sahélienne de la Corne de l'Afrique vers la baie de Guinée, mais surtout, ce qu'on voit, c'est une véritable conflagration sécuritaire dans cette région. Alors s'il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé et qui contribue à la prolifération de cette menace terroriste dans la région, c'est la pauvreté. Professeur Mohamed Berkouk, malgré donc l'immense potentiel de développement de cette région, le Sahel demeure pauvre. Il y a cette pauvreté qui contribue justement à ce que le phénomène soit plus complexe, le phénomène du terrorisme. Où réside le problème selon vous, professeur Mohamed Berkouk? Il y a sans doute un problème de gouvernance, peut-être? Certainement. Oui. Il faut dire, Madame Rim, que la pauvreté ne constitue pas un driver, une force qui pourrait nécessairement créer les conditions pour le terrorisme. Oui, souvent on nous parle de plans, de projets de développement pour le Sahel. Absolument, oui. Mais la pauvreté ne constitue pas un facteur objectif pour expliquer le terrorisme. C'est certes que cette région est composée de pays qualifiés de pays moins avancés. Le taux de pauvreté est environ de 40% à 63%. Mais il faut dire qu'il y a d'autres facteurs qui alimentent ce terrorisme. Comme je disais, c'est des problèmes de gouvernance. Donc, oui. Il y a un problème de géogouvernance. J'aimerais qu'on développe autour de cette notion. Absolument. Oui. C'est des pays qui n'ont pas connu vraiment de stabilité systémique depuis leur indépendance pendant les années 60. Je parle des pays du Sahel, notamment francophone. Ces pays n'ont pas aussi pu créer, comme je disais, un sens de loyauté citoyen envers leur État, parce que ces identités refuges constituent, dans la majeure partie des cas, des facteurs de déconstruction des États. On voit de déstabilisation. On le voit soit au nord du Tchad, on l'a vu quelque part au centre et au nord du Niger, on le voit un peu partout au Mali, on le voit entre le sud et le nord de la Mauritanie, on le voit aussi au Burkina Faso et ailleurs. Donc c'est le problème de ce qu'on appelle des ethnies politiques, où c'est cette volonté de créer d'autres acteurs politiques aux dépens de la construction d'un sens unitaire de l'État. Il y a aussi, pardonnez-moi professeur, le retour de ce phénomène des coups d'État dans la région qui n'arrange pas la situation. On a vu beaucoup de coups d'État ces dernières années. Oui. On a vu au Burkina Faso, on a vu à 2 reprises au Mali. Ce sont des facteurs qui ont eu des précédents dans l'histoire de ces pays. Au Mali, on est pratiquement au 5e ou 6e coup d'État, mais avec des contextes totalement différents. Ce qu'on voit aujourd'hui dans ces pays, c'est une volonté de faire des refondations de leurs États. On a vu dans ces 2 pays une remise en cause des accords militaires, notamment avec la France. On a vu il y a quelques jours une volonté burkinabé de se démarquer de l'accord de 2018 qui a formalisé la force sabre dans ce pays. Donc c'est la
présence de forces spéciales dans ce pays. On a vu avec le Mali aussi cette volonté de créer des tendances souverainistes, pour ne pas dire indépendantistes. Donc aujourd'hui, ces pays sont en train de revoir le sens d'appartenance à l'échelle nationale, Oui. recréer le sens de la citoyenneté par rapport à un sens de souveraineté. Et deuxièmement, c'est rééquilibrer leurs relations extérieures pour au moins minimiser l'impact des dépendances. Parce que ces pays vivent des situations de dépendance structurantes. À la fois, ces pays, bien avant de l'indépendance, Madame Rim, ont été encadrés dans leur démarche d'indépendance. Et puis, ces pays indépendants, ces pays francophones, ont été aussi encadrés par des schémas de coopération en créant un ministère propre à ces 14 pays, le ministère de la coopération, Oui. en développant une logique de coopération par la dépendance. Les quatre grands rapports, le rapport Gorge, Janini, Ablin, notamment, qui ont développé un concept de dépendance structurelle de ces pays envers la France. La monnaie n'est pas une monnaie des monnaies nationales. Oui. Des fois même les choix politiques et les choix en politique étrangère ne sont pas nécessairement nationaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une véritable remise en cause de ces schémas de dépendance structurelle et structurante. On va revenir sur cet aspect de dépendance qui est très intéressant, mais avant, j'aimerais revenir sur les richesses de cette région. Et où il y a richesse, professeur, les stratégies des puissances occidentales s'aiguisent. Qu'est-ce qui caractérise ces stratégies occidentales dans cette région ? Il faut dire que dans cette région, la France est le pays qui a pu garantir des atouts stratégiques par rapport à ces richesses. Il faut rappeler nos téléspectateurs qu'en 1960, il y a eu ces accords de coopération, des fois des accords très contraignants, notamment par rapport à ces richesses. Le cas du Niger et l'uranium, on a vu cette volonté d'avoir une véritable domination française en matière d'exploration, d'extraction et de commercialisation de l'uranium. Oui. On a vu le grand débat en 2013 lors de l'ouverture de la deuxième mine d'Imrouren, une volonté nigérienne d'avoir plus, disons, d'indépendance en ce qui concerne cette ressource énergétique et stratégique, mais la France continue toujours à avoir cette vision hégémonique, notamment dans le domaine de l'uranium. On voit aujourd'hui Madame Rim aussi par rapport aux sources, à d'autres sources, par exemple, le cas du Mali. Ailleurs, on a vu même des rapports accablants par rapport à la France, notamment en ce qui concerne le pillage de cette richesse. Dans cette région, aujourd'hui, on voit une véritable concurrence, pour ne pas dire compétition stratégique avec d'autres acteurs, oui. Notamment chinois et même russes, en ce qui concerne l'énergie, mais aussi des ressources minières d'ordre stratégique, les terres rares et autres ressources. Alors cela nous amène à parler de la stratégie de la France dans cette région, ce que beaucoup d'observateurs ont qualifié d'échec. Alors une décennie d'opérations militaires n'a pas permis de régler toutes ces crises dans la région du Sahel. Pouvez-vous nous expliquer les causes de cet échec ? Le Sahel, l'Afrique francophone, a été, en matière doctrinale, conçu par la France comme étant une projection de puissance, une zone d'influence, mais aussi une zone de présence stratégique. À rappeler nos téléspectateurs que De Gaulle, lors de son discours historique à Brazzaville en 1944, parlait déjà de la France impuissante sans l'Afrique. On a vu avec Mitterrand, post-90, post-80 plutôt, parler de cette volonté de revoir et de consolider la présence française. Depuis 2002, c'est plutôt une présence renforcée dans cette région, avec plus de bases militaires,
avec plus de mutualisation d'efforts avec la France, avec les pays européens, même avec les Américains. Mais on voit dans ces pays trois dynamiques convergentes qui affaiblissent ces visées français. Premièrement, c'est les échecs des mécanismes de dépendance. On le voit de ces pays qui essayent de créer de nouvelles formes d'interaction qui pourraient créer un élément de diversification en matière de relations, mais aussi en matière d'affaiblissement de cette hégémonie française. Deuxièmement, c'est l'émergence des élites. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de nouvelles élites qui sont plus conscientes des enjeux de ces dépendances, mais aussi ces élites qui sont conscientes des besoins et des attentes de leur population. C'est par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui au Burkina Faso et au Mali, par exemple. Mais aussi, la troisième dynamique, c'est une dynamique d'offres de coopération par d'autres acteurs. La Russie, par exemple. On a vu l'accord de coopération de juin 2019 sur le plan militaire qui a été exécuté, voire renforcé par Goïta après le coup d'État de 2020-2021. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la France est en train de perdre ses batailles sur le plan à la fois des moyens, elle essaie de mutualiser, donc il y a déjà un affaiblissement du consensus interne à la France par rapport à ces schémas. Deuxièmement, c'est la compétition stratégique qui affaiblit, en train d'affaiblir cette hégémonie française. Et troisièmement, c'est les dynamiques sociopolitiques à l'intérieur de ces pays qui fragilisent davantage cette hégémonie française. Avec le retrait de la France, professeur, et l'apparition d'autres acteurs, d'autres partenaires, comme la Russie du point de vue sécuritaire, militaire et économique, et la Chine d'un côté économique, est-ce qu'on peut se retrouver dans la même... Est-ce que c'est les mêmes objectifs pour ces partenaires s'agissant de la région du Sahel? Est-ce qu'on peut se retrouver dans le même schéma que la France? Par rapport à la France, c'est un pacte néocolonial. Il faut lire la chose de ce point de vue. Ce n'est pas la même chose. C'est une volonté de se projeter par tous les moyens, y compris par les mécanismes militaires. C'est aussi une volonté de préserver un précaré stratégique. Troisièmement, c'est d'essayer de maintenir des narratifs paternalistes. On a vu le discours humiliant de Macron à l'université de Ouagadougou contre l'ancien président burkinabé qui n'a eu d'autre choix qu'à quitter la salle. Donc ces discours et ces narratifs sont d'une autre époque. Aujourd'hui, les populations ne sont plus les populations des années 60-70 et les pays essayent de se corriger par rapport justement à une lecture objective des facteurs et des contraintes qui leur ont pas permis justement de se développer, mais aussi de créer leurs institutions de gouvernance. Il y a beaucoup d'initiatives humiliantes, qualifiées d'humiliantes de la part de la France, notamment pour ce qui est du G5 Sahel, lorsque le président français a convoqué donc les présidents des pays concernés à Paris pour cette réunion. Vous vous en souvenez? Il faut dire, Madame Rim, que le G5 Sahel a été créé pour contrecarrer l'initiative de Tamarasset de 2009, mise en œuvre en 2010, c'est le CMOQ-UFN notamment. Oui. C'est cette volonté algérienne de créer un épisystème de sécurité collective basé sur le respect mutuel des souverainetés et sur le respect mutuel des doctrines. Notre doctrine, c'est une doctrine de défense nationale, non pas d'ingérence. La France a créé des armées auxiliaires dans un sens, non pas de coopération, mais dans un sens de mutualisation des sacrifices humains de ces pays à des fins, non pas de sécurité collective, mais plutôt à des fins de stabilité au sens des intérêts français. Aujourd'hui, on a vu avec le retrait du Mali, ce G5S n'a plus lieu d'être. Et ne pourra pas aucune survivre efficacité à ces mutations. Oui. Les choix pour ces pays, c'est justement
de reprendre ses choix souverains et de créer les conditions pour construire un nouveau complexe de sécurité collective basé sur des principes convergents, justement de souveraineté, de la préservation des indépendances et de l'ingérence, mais aussi de la mutualisation des efforts sans pour autant s'immiscer dans les affaires des autres pays. Et j'estime que les conditions aujourd'hui sont favorables à ce projet, à ce schéma. Et il faut prendre en compte les éléments, les ingrédients des crises, mais aussi il faut prendre en compte les limites de ces pays. À lire les statistiques de janvier 2023, donc datant de quelques jours, les budgets des 5 pays du Sahel ne dépassent pas les moins de 2 milliards de dollars. J'allais vous poser la question sur les moyens. Est-ce que les moyens existent pour qu'une coopération intergouvernementale soit effective? Aujourd'hui, quand on parle de mutualisation, on parle essentiellement non pas d'un partage égal des sacrifices, mais plutôt un partage équitable des sacrifices. Équitable, c'est par rapport justement à ces moyens qui ne sont pas nécessairement comparables, mais aussi il faut dire que la sécurité de ces pays est liée justement à des schémas d'insécurité d'autres pays. Quand on parle du Mali, on a parlé de la Libye, son impact sur le Mali. Quand on parle du Mali, on pourrait parler aussi du Burkina Faso, la région des 3 frontières, le Tunis, etc. Oui. Donc il y a lieu de faire une lecture prospective en liant une logique, quand je parle de sécurité, je n'ai pas parlé de défense, en liant à la fois développement, construction des capacités et coopération dans les différents domaines de sécurité et militaire, notamment par le partage de savoir-faire, partage de renseignements, etc. Et c'est par le biais de cette approche convergente que ces pays pourraient créer déjà les éléments de confiance, mais aussi institutionnaliser cette coopération par une volonté partagée justement de développer un sens commun de la sécurité. Cette volonté existe-t-elle? Aujourd'hui, j'estime que déjà ces pays sont conscients que la présence étrangère, en fin de compte, n'était que des ingérences au profit de ces pays occidentaux, mais aussi que le terrorisme n'a été des fois qu'un alibi, utilisé, instrumentalisé, exploité par ces pays. Le terrorisme en 2013, janvier 2013, lors de la décision prise par la France pour lancer l'opération Serval, comparé à 2022-2023, n'était qu'une fraction de l'actuel terrorisme. En janvier 2013, il n'y avait pas ces mécanismes ou ces acteurs internationaux du terrorisme avec de telles capacités d'action ou même avec de telles capacités de projection. Quand on parle aujourd'hui de l'État islamique, ça n'existait pas en 2013. Aujourd'hui, on le voit dans pratiquement toute la région et au-delà, au Sahel et en Afrique de l'Ouest. On le voit au Congo, on le voit au Mozambique, on le voit même dans la Côte de l'Afrique. Quand on parle de l'État de l'Al-Qaïda, il est aussi un peu partout. Donc en fin de compte, ces opérations, soit Serval, Barkhane, Takuba, n'ont pas pu régler le problème du terrorisme. Au contraire, ce problème a été plutôt complexifié aux dépens des problèmes de sécurité nationale de ces pays. Donc pour finir, professeur Mohamed Berkour, quel avenir, quelle perspective pour cette région qui aspire à se libérer de cette dépendance et on revient justement sur cette notion donc, de la dépendance postcoloniale et des différentes interférences étrangères? Aujourd'hui, ces interférences sont justement leur source, c'est ces pays qui essayent de préserver domination contre dépendance. Ces pays ont aujourd'hui des élites et des acteurs de la société civile qui sont plus mobilisés pour la mise au moins pour affaiblir ces situations de dépendance. Comme je disais, ce sont des dépendances structurelles et structurantes. Quand on parle de la monnaie, on parle essentiellement d'une souveraineté, à la fois monétaire, financière et économique. Quand on parle des accords contraignants en matière de ressources, c'est aussi de la souveraineté économique. Aujourd'hui, ces pays continuent à
à travailler dans un sens, non pas uniquement souverain, mais plutôt dans un sens d'émergence de volonté souveraine et des réactions hégémoniques de domination des anciennes puissances. Merci, professeur Mohamed Barkour, pour cet éclairage autour de la géopolitique de la région du Sahel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée à suivre les programmes d'Al 24 News.